commencer, Ibn Akassir, né en 1105 ou en 499, selon le calendrier musulman, est mort en 1176, soit en 571, selon le calendrier musulman encore une fois. Il conduit de nombreuses études dans sa ville natale Damas, puis entreprend plusieurs voyages parmi lesquels on compte l'Égypte, des voyages au Hedjaz, qui correspond à la région ouest de la péninsule arabique, en Iran et en Asie centrale. Après son retour à Damas, il rédige son ouvrage L'histoire de la ville de Damas en 529 ou en 1134 après Jésus-Christ. Considéré comme un dictionnaire biographique, il retrace l'histoire de sa ville en 75 volumes. Cet ouvrage historiographique permet de comprendre l'histoire médiévale islamique, reprenant particulièrement toute la conquête africaine. L'extrait que nous allons étudier porte particulièrement sur un épisode de la vie de Nour al-Din. Connu pour son rôle éminent en Orient dans la lutte contre les croisés, il prône l'unification musulmane. Nour al-Din est un souverain zendigue de la dynastie turque qui règne sur l'Orient musulman à partir de 1127. Mais alors, dans ce contexte de croisade et d'islam répandu au Moyen-Orient, mais sans aucune stabilité, nous verrons de quelle façon Ibn Asakir, l'auteur, montre-t-il au cours de cet extrait les enjeux de l'Orient musulman à cette époque. Et surtout, du coup, au regard de la vie de Nour al-Din. Donc, pour ce faire, on commencera par parler de l'empire de Nour al-Din sur l'Orient musulman, puis nous parlerons du souverain, du coup, Nour al-Din, face aux réponses extérieures des autres puissances qui essayent aussi, du coup, d'asseoir leur autorité et leur pouvoir ou de l'étendre au Moyen-Orient, et particulièrement en Syrie médiévale. Et enfin, nous parlerons de l'unification musulmane voulue par Nour al-Din et l'héritage qu'il va laisser. Donc, pour commencer, l'emprise de Nour al-Din sur l'Orient musulman. Et on va commencer par la consolidation du pouvoir de Nour al-Din à Alep. En 1146, Nour al-Din succède donc à son père Imad ad-Din Zengi et s'établit à Alep. Il en devient l'émir. L'extrait d'Ibn Asakir débute par son arrivée dans la ville. Je cite sous les plus favorables augures, ligne 2-3. On aperçoit dès lors une forme d'admiration et de considération de l'auteur envers Nour al-Din, dont il est contemporain. Après son arrivée dans la ville syrienne, et plus précisément dans la citadelle d'Alep, palais médiéval fortifié au centre de la ville, il entreprend le lourd travail de consolider son pouvoir récemment acquis sur son territoire. Pour ce faire, Nour al-Din suit plusieurs étapes stratégiques. Il débute par la distribution de gratifications, comme l'explique l'auteur Ibn Asakir. Il distribua des gratifications, le cite, ainsi que des robes d'honneur aux émirs. Il instaure de fait une certaine administration locale solide et assoit son pouvoir sur les institutions majeures de la ville. Cette pratique permet au nouveau souverain d'Alep de consolider son pouvoir, donc, car il obtient le soutien et la faveur des hommes puissants de la ville. En soutenant et déléguant certains pouvoirs aux émirs locaux, il installe son pouvoir de manière locale à Alep, mais également régionalement, car cela lui permet de renforcer ses liens avec toutes les élites et les dirigeants influents de toute la région de l'Ouest-Orient, ce qui est à l'époque considérable. De cette façon, Nour al-Din rétablit l'ordre dans la région. Et par la suite, le souverain s'investit dans les domaines clés de l'éducation et de la justice religieuse dont nous parlerons tout à l'heure. Enfin, son emprise du coup sur l'Orient musulman se fait par un événement majeur
la reprise de la ville d'Édesse, qui est donc un enjeu stratégique majeur. Vous avez ici la carte qui représente le Moyen-Orient, en tout cas la Syrie médiévale, avec Alep juste ici, et nous avons donc Édesse ici, et les limites du comté d'Édesse au fil du XIIe siècle. Édesse est une vieille ville située au nord-est d'Alep. Cette ville a été particulièrement disputée durant la première moitié du XIIe siècle, entre Zengi, le père de Nour al-Din, Raymond de Poitiers et Jocelyn d'Édesse Ier, puis son fils Jocelyn II d'Édesse. La ville représente tout l'équilibre en fait fragile tenant entre les croisés et les divers États musulmans de cette période. Après l'assassinat de son père, le 14 septembre 1146, Nour al-Din décide de reprendre la ville et d'y asseoir définitivement le pouvoir turc. En effet, comme l'explique Ibn Akassir, le fils de Jocelyn chercha alors à s'emparer d'Édesse et prit pied dans la ville. Ainsi, le souverain turc s'empare de la ville assez facilement le 3 novembre 1146, grâce au soutien de ses émirs et après que le, je cite, prince franc trouva le salut dans la fuite. Un massacre a alors lieu dans la cité où les Arméniens et les Syriaques sont faits tuer par Nour al-Din. Considéré comme l'un des principaux États croisés d'Orient, la prise d'Édesse permet l'affaiblissement des croisés dans la région syrienne et a mis un stop à leur expansion. En effet, cette ville constituait la frontière entre les protagonistes croisés et contre-croisés. La reprise de la ville a permis de renforcer la défense musulmane dans la région nord et stabilise la région. Cet événement est majeur dans la lutte contre les rebelles. Nour al-Din, je cite, en ordonnant de faire le djihad, à soumettre des infidèles et des schismatiques et à chercher à réconcilier ces sujets. La possession d'Édesse lui permet d'animer ses forces musulmanes dans la lutte contre les rebelles et les croisés et consolide un peu plus son pouvoir. Cela lui permet également de continuer son expansion vers d'autres places fortes d'Orient. Comme on l'a vu, l'auteur montre par la consolidation de son pouvoir à la citadelle d'Alep, puis par sa reprise d'Édesse contre Jocelyn II d'Édesse, l'emprise que Nour al-Din instaure rapidement sur toute la région ouest et nord de la péninsule arabique. Cependant, ce début de règne a été marqué par l'instabilité de la région due aux croisades, et Nour al-Din fait ensuite face à de fortes réponses extérieures. Ibn Akassir poursuit donc son récit en montrant les différents affrontements qu'a rencontrés Nour al-Din après son expansion, en commençant par ses confrontations avec les Francs et l'essentielle prise de Damas dans le contrôle de la région. Pour les confrontations contre les Francs de Nour al-Din, ça s'explique car après la perte d'Édesse, les principaux contingents des forces croisées répondent en fait à l'appel du pape Eugène III pour la deuxième croisade, qui dure de 1146 à 1149. L'événement majeur de cette dernière reste le siège de Damas, qui commence le 24 juillet 1148 et finit 4 jours plus tard, le 28 juillet 1148, car il a entre autres permis de mettre fin à la croisade, car les forces croisées de Conrad III de Hohenstaufen et de Bernard de Clairvaux et leurs alliés ne sont pas suffisantes pour la prise de Damas. Pour contrecarrer ces puissances musulmanes, le prince d'Antioche Raymond Ier de Poitiers, qui règne de 1136 au 29 juin 1149, attaque Nour al-Din. Je cite, le souverain d'Antioche se dirigea contre lui. Mais une nouvelle fois, le fils de Zengi montre sa puissance et amène le prince à fuir aux côtés de, je cite, 3000 Francs qui étaient avec lui et tua ce dernier.
comme le raconte Ibn Akassir. Lors d'une expédition contre Nour al-Din, Raymond Ier de Poitiers est tué lors de la bataille d'Inab, qui se déroule en juin 1149 et que vous voyez juste ici. Cependant, Nour n'arrive pas à maintenir son autorité à Antioche, car il doit encore se battre contre Constance d'Antioche. Nour al-Din n'arrive pas à maintenir son autorité à Damas, car il doit encore se battre contre Constance d'Antioche, la femme de Raymond Ier, et contre les autres forces présentes. Nour al-Din a échoué dans ses sièges de la ville de Damas, mais il réussit une nouvelle fois à limiter les forces croisées dans cette demi-victoire. Cela permet également l'affaiblissement franc dans la région, laissant plus de place au sultan turc. Enfin, en 1154, Nour al-Din prend Damas, sans combat direct. En effet, il approche avec une grande armée de la ville, mais la population se livre à lui. Je cite, puis il l'attaqua une troisième fois, et elle se rendit à lui sans coup férir. Car la population est confrontée à une forte hausse des prix des premières denrées, et elles craignent le retour des croisés qui ne serait pas garanti sans la puissance de Nour al-Din. Donc ces confrontations permettent une première unification de la Syrie médiévale par l'émir d'Alep, contrôlant un vaste territoire musulman et freinant toute l'avancée franque. Donc en fait, cette deuxième croisade, et particulièrement la prise de Damas après, vont vraiment permettre en fait de montrer la stratégie et les stratégies militaires et politiques que va employer Nour al-Din dans cette idée d'unification et de consolidation du pouvoir. Ensuite, Nour al-Din fait face à la menace franque en Égypte. Il est vrai que depuis plus d'une décennie, Nour al-Din doit faire face à une nouvelle menace. Comme le décrit l'auteur, c'est l'ambitieux projet d'Amaury Ier de Jérusalem, qui tourne sa politique extérieure vers l'Égypte. Les États latins d'Orient sont désormais confrontés à une présence musulmane plus unifiée dans la région syrienne, permise grâce à Nour al-Din. Donc à cette période, l'Égypte est encore sous le contrôle fatimide, mais la région est en proie à diverses luttes internes. Shawar, vizir égyptien, est chassé de la région part à Damas, rencontrer Nour al-Din afin de le convaincre d'agir en Égypte. Alors, en mai 1164, le sultan envoie un de ses généraux kurdes, Assad al-Din Shirkuh, qu'on appellera Shirkuh. Ce dernier s'installe en Égypte et d'autres conflits apparaissent. Le vizir déchu Shawar se tourne dès lors vers Amaury Ier pour défaire la présence musulmane en Égypte. Vous avez d'ailleurs une représentation d'Amaury Ier juste ici. Après 3 années de stagnation dans la région, Nour al-Din organise une expédition armée en Égypte qu'il confie à un de ses émirs. La force armée quitte Damas en janvier 1167 et se dirige rapidement vers l'Égypte. Shirkuh, l'émir de Nour al-Din, occupe peu à peu l'Égypte contre le gré des forces franques et confie notamment la ville d'Alexandrie à son neveu Saladin. Shirkuh permet à son chef un succès au Caire, une certaine autorité et au minimum une certaine influence. L'historien Ibn Akassir parle du triomphe des partisans de Nour al-Din au Caire. L'acquisition puis le maintien d'une force musulmane sont fondamentales pour Nour al-Din, car cela lui garantit un vaste territoire maintenu lors du contrôle des croisés et renforce le pouvoir de Damas et d'Alep.
l'unification musulmane du territoire et l'héritage de Nour al-Din. Après avoir réussi à consolider son nouveau pouvoir et permis, grâce à des prises de position militaires extérieures, une certaine stabilité et unification de ses territoires, Ibn Asakir nous raconte de quelle façon Nour al-Din a réussi à unifier la religion du territoire. Une des plus grandes volontés du souverain turc était l'unification musulmane des territoires syriens. Il entreprend cette mission au fur et à mesure de son règne et de ses nouvelles possessions territoriales. Cela débute par le rétablissement de la Sunna à Alep. On peut définir la Sunna comme étant l'ensemble des paroles du prophète, de ses actions, de ses jugements, tels qu'ils sont fixés dans les hadiths et qui constituent pour tout musulman un modèle à suivre. Nour al-Din, de confession sunnite, souhaite effacer les dissidences chiites de son territoire et rétablit donc la Sunna à Alep en 1148. Pour ce faire, il abolit des formes hérétiques de la prière d'Alep chiite, de façon à tendre vers une pratique religieuse conforme au sunnisme, comme l'explique Ibn Asakir. Puis, il remit en vigueur les marques distinctives de la religion. Donc, comme l'explique Ibn Asakir. Dans cette unification musulmane, Ibn Asakir démontre la volonté d'éducation et de justice de Nour al-Din. Pour instaurer une nouvelle éducation religieuse, Nour al-Din fait ériger des madrasas, qui constituent une forme d'école religieuse sunnite, permettant à la fois la compréhension de la confession sunnite, la diffusion de la nouvelle sunna et la création d'une seule et même communauté religieuse. En fait, ces bâtiments sont particulièrement importants dans l'unification musulmane car ils sont porteurs d'un message fort. En 1150, Nour al-Din fait construire à Alep la madrasa al-Shu'abiyya ou appelée Jamil al-Touta et il l'a fait ériger par l'architecte Saïd al-Muqaddasi. Vous avez du coup les plans juste ici et une photo plutôt récente de ce côté. Elle demeure une des plus célèbres car fait partie d'un plan architectural d'envergure plus large entre les deux hommes. Du point de vue de la justice, Nour al-Din réalise différentes choses. Il instaure les waqf religieux, c'est-à-dire une forme de donation pour l'islam sunnite, permettant la construction de madrasas, de mosquées et permettant de réaliser certaines œuvres charitables. Toutes ces nouvelles institutions permettent l'établissement d'une justice religieuse sunnite à Alep, puis sur tout le territoire. Il, je cite, y fit régner la justice et l'équité selon l'auteur, qui sont des principes très très importants. Enfin, il souligne l'unification musulmane par cette phrase qui conclut le texte. La doctrine des gens de la Sunna triompha en plein jour dans les provinces égyptiennes. On y fit le prône, Oudba, au nom du pouvoir abbasside, après avoir désespéré. Cet extrait du texte montre tous les grands enjeux, les grands travaux qu'a réalisé Nour al-Din. Et en fait, on comprend du coup les travaux religieux qui l'ont amené jusqu'à cette unification musulmane sunnite. À savoir qu'Alep était à l'époque de confession chiite, contrairement au reste du territoire de Nour al-Din qui était principalement sunnite, qui reste à l'heure actuelle la principale confession musulmane. Au cours de son texte, Ibn Asakir nous apprend énormément de choses donc, sur l'époque et la façon dont Nour al-Din a entrepris
donc toutes ses politiques et sa grande expansion. En effet, l'auteur démontre très bien le grand pouvoir que s'est construit et constitué Nour al-Din, de la consolidation de son pouvoir obtenu à ses conquêtes extérieures et par enfin l'unification religieuse qu'il a permise. Ce texte nous montre également l'idée que se fait l'auteur, Ibn Asakir, du souverain, insistant à 2 reprises, par exemple, sur les fuites de ses opposants. De plus, l'auteur utilise un lexique peu neutre, favorable, augure, triomphaire, ou encore il fit régner la justice et l'équité, ce qui reste un commentaire à caractère subjectif, notamment en prenant en considération le fait que les 2 hommes étaient contemporains l'un de l'autre. Ainsi, l'historien prouve la grande influence qu'a exercée Nour al-Din à travers la dynastie turque des Zengides et nous donne les clés pour comprendre l'arrivée de Saladin au pouvoir dans la région et l'ampleur que prendra la dynastie ayoubide sur tout le territoire. Donc, Ibn Asakir, en fait, il va nous montrer tout l'héritage et les travaux qu'a entrepris Nour al-Din et vraiment de quelle façon Nour al-Din a jeté les bases d'un empire qui sera, enfin d'une dynastie qui sera bien plus étendue et qui aura beaucoup plus de pouvoir. Pour conclure, on comprend grâce à ce texte l'empreinte qu'a laissée Nour al-Din dans l'histoire du Moyen-Orient. À l'heure des vifs affrontements entre chrétiens et musulmans, et même au sein de l'islam elle-même entre sunnites et chiites, Nour al-Din laisse derrière lui un territoire presque unifié d'un point de vue politique et religieux. Et il a fortement contribué à la puissance de la future dynastie ayoubide.